l'opportunité d'organiser cette soirée et aussi d'organiser la quinzaine de la solidarité, qui est un événement très enrichissant. Donc ce soir, effectivement, on va vous parler de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel. La thématique de cette année de la quinzaine des tiers-mondes, c'est plutôt faire tomber les murs et lancer des ponts, mais ce soir, on va vous montrer que des ponts, il y en a aussi des très positifs, qui sont justement des initiatives enrichissantes et qui peuvent aider des populations à se développer. Donc avec cette initiative, notamment de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et pour le Sahel. C'est une initiative panafricaine qui veut en fait lutter contre la désertification dans le désert du Sahara et du Sahel, et qui veut aussi créer un cadre politique et stratégique pour définir les priorités de développement rural au Sahel. Donc d'abord, pour vous présenter un peu ce que c'est la désertification. Donc la désertification, c'est la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides. Donc c'est un phénomène naturel qui est la conséquence des variations climatiques, mais aussi des activités humaines, et qui peut entraîner donc la détérioration de la végétation, l'érosion des sols et aussi le déplacement de population. Et donc cette Grande Muraille Verte, qui veut lutter contre la désertification, était à l'origine conçue plutôt comme une plantation massive en fait, d'arbres, donc sur toute la longueur que vous voyez là sur la diapositive, donc qui partait de Dakar jusqu'à Djibouti, en traversant tout le continent africain. Même si on verra qu'aujourd'hui, ce côté muraille d'arbres est plutôt symbolique que ce qui est dans les faits. Donc aujourd'hui, effectivement, la Grande Muraille Verte a plutôt évolué. En fait, on verra vers des projets de restauration qui ont pour objectif le bien-être environnemental et humain. Et donc cette Grande Muraille Verte, elle regroupe donc des objectifs environnementaux et sociaux. C'est pour ça que dans cette initiative, il y a aussi beaucoup de chercheurs qui sont associés de toutes les disciplines pour en fait guider les décisions dans le cadre de ce grand projet. Cette muraille n'est pas seulement constituée d'arbres, en fait. Les végétaux et la revégétalisation restent néanmoins au cœur du projet, parce qu'en fait, plus qu'ailleurs, en fait, la population du Sahel dépend assez fortement des ressources végétales pour satisfaire leurs besoins quotidiens. Et donc l'enjeu finalement de cette muraille, c'est de trouver un équilibre entre protection et exploitation durable des ressources végétales dans un Sahel qui est en pleine transformation socio-écologique. Donc on va revenir aussi un peu sur les origines en fait, et la création de cette Grande Muraille Verte. Donc tout d'abord, pour expliquer comment elle a pu émerger, comment cette idée a pu émerger, il faut revenir sur les conditions socio-environnementales du Sahel. Donc le Sahel, rapidement, c'est une des zones les plus vulnérables sur Terre à cause de la pression anthropique qui est exercée et de l'instabilité hydroclimatique. Et en fait, la bande couverte par la Grande Muraille Verte est caractérisée justement par une pluviométrie annuelle qui est très très faible. Et c'est aussi une zone où les températures pourraient, d'ici 2100, augmenter de 3 à 6 degrés, quand on sait que chez nous, on se soucie déjà des 2 degrés qui vont être atteints. Donc voilà, donc les sécheresses vont y être de plus en plus sévères, les précipitations plus intenses, mais beaucoup moins fréquentes. Donc il y a vraiment un problème dans cette région. Et ce qu'on note, c'est qu'en fait, depuis les années 1970, les institutions internationales sont régulièrement intervenues lors de crises qui ont frappé le Sahel, mais les actions menées, en fait, ont bien souvent été des échecs, car elles s'attachaient plus à répondre en fait, à des situations d'urgence sur le court terme, plutôt que de répondre, en fait, elles traitaient plus les symptômes, plutôt que les causes en fait, profondes des problèmes. Et du coup, lors du 7e sommet de la conférence des chefs d'État de la zone sahélo-saharienne, donc qui a eu lieu en 2005, est émergée cette idée de créer une barrière d'arbres pour endiguer l'avancée du sable et du désert. Et donc la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel a été adoptée par 11 pays fondateurs. Donc comme on peut voir là sur la diapositive, donc, la Gambie, le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, Nigeria, Tchad, Soudan du Sud, Éthiopie, Érythrée et Djibouti. Et donc elle a été conçue tout d'abord comme cette ceinture de reforestation qui s'étend sur 7000 km, donc 7600 de long, et sur 15 km de large, et elle traverse tout le continent africain.
La zone d'emprise de la Grande Muraille Verte, on pense qu'elle concerne environ 232 millions de personnes. Au début, c'est une initiative qui a rencontré beaucoup de scepticisme et qui a été assez critiquée parce qu'on disait que la cause de la désertification était assez mal comprise par ce projet et que les actions de reforestation massive qui étaient prévues étaient infaisables en fait. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, aujourd'hui la Grande Muraille Verte a évolué vers une vision plus réaliste et plus apte à répondre en fait aux défis régionaux. Donc c'est un ensemble de restauration, d'actions de restauration qui sont conduites aujourd'hui à l'échelle de paysages et qui s'enchaînent géographiquement. Donc c'est pas juste une grande muraille d'arbres, mais sur toute cette zone que vous voyez, c'est des petits projets de restauration et qui répondent donc aux problématiques environnementales, mais aussi socio-économiques des populations sahéliennes. Donc il y a en fait cette volonté de transformer les vastes étendues arides du Sahel en pôles ruraux de production et de développement durable pour inciter en fait les populations, pas seulement les inciter, mais en fait leur laisser la possibilité de rester dans leur terroir s'ils le souhaitent. En fait, le cadre institutionnel, donc en fait comment est gérée la Grande Muraille Verte globalement. Donc la tutelle politique en fait c'est l'Union africaine et la communauté des États sahariens et sahéliens qui l'ont. Et ensuite, il y a une agence coordinatrice et d'exécution qui est donc l'agence panafricaine de la Grande Muraille Verte qui gère en fait cette Grande Muraille Verte à l'échelle régionale. Et enfin, dans les pays, il y a des structures nationales qui ont été créées dans les différents pays de la Grande Muraille Verte pour gérer les projets. Et ensuite, une échelle encore plus locale où c'est les communautés qui gèrent donc cette restauration et ces projets de restauration des terres à leur échelle. Il y a aussi un autre point important dans la Grande Muraille Verte, c'est le rôle majeur que joue la science en fait, parce que en fait, l'accompagnement des scientifiques est très important dans cette initiative puisqu'il permet donc à l'échelle des espèces d'identifier un bon équilibre en fait entre les techniques anciennes et éprouvées et aussi les apports de la science moderne. Et pareil, donc avec les technologies qu'on a aujourd'hui, à l'échelle d'un paysage, par exemple, les données satellitaires, elles peuvent permettre d'évaluer quantitativement les reboisements, mais aussi identifier des nouvelles zones potentielles de reboisement ou des zones où on pourrait mener des projets dans le futur. De même, le travail avec les scientifiques permet d'étudier la résilience socio-écologique des populations et d'identifier en fait des leviers d'amélioration de leurs conditions de vie. Donc en fait, les scientifiques vont définir collectivement avec tous les acteurs de la zone, tous les acteurs en fait sur la Grande Muraille Verte, un ensemble d'objectifs pour un développement juste et durable, donc qui va allier en fait l'amélioration des conditions de vie des populations et aussi la préservation de l'environnement. Et ils vont aussi aider à arriver à un renforcement en fait, de la résilience des systèmes socio-écologiques, c'est-à-dire améliorer leur capacité en fait, à résister aussi aux perturbations futures et à s'y adapter. Ce serait intéressant de vous faire un petit exemple en images. Donc on a choisi un petit film concernant le Niger, donc la mise en œuvre, en fait, le déploiement de la Grande Muraille Verte au Niger. Des actions en fait, qui sont menées dans le cadre de la Grande Muraille Verte pour détailler un peu plus, parce que là on a vu les actions qui sont menées dans le cadre de projets bien précis. Mais globalement on retrouve des actions quand même assez diverses dans le cadre de la Grande Muraille Verte. Donc ça peut être par exemple des projets de clôture de parcelles pour permettre la régénération naturelle des arbres, des végétaux et aussi protéger les parcelles contre le surpâturage. Ça peut être des jardins communautaires gérés par des communautés de femmes. Ça peut être des réserves animalières ou encore des projets d'apiculture. Donc par exemple sur cette diapositive, on a un monsieur là qui mène un projet d'apiculture. C'est donc des femmes qui ont participé à l'élaboration de foyers améliorés. Donc on voit vraiment qu'ils sont tous impliqués dans ces projets. Malgré toutes ces actions qui sont menées, il faut quand même noter que le reboisement raisonné, donc c'est comme ça qu'on l'appelle, et la gestion des ressources végétales reste quand même un des leviers essentiels pour reverdir et préserver l'environnement au Sahel. Et encore une fois, ici aussi,
l'apport de la science et des scientifiques peut être assez important pour prendre des décisions efficaces dans le type d'action menée. Donc, par exemple, face à l'homogénéité apparente justement des paysages sahéliens, on peut parfois être tenté en fait, de mener des interventions assez simples et stéréotypées, mais on constate au final que la zone sahélienne est quand même une mosaïque de paysages qui est composée de socio-écosystèmes en fait, qui s'imbriquent dans l'espace, et que pour gérer les ressources naturelles, il faut donc prendre en compte effectivement d'une part les composantes biophysiques, mais aussi les composantes humaines pour mener à bien les projets. Maintenant, on peut voir les deux grands aspects, enfin, on va voir les deux grands aspects sur lesquels la Grande Muraille Verte met l'accent. Donc d'une part, c'est donc la maximisation de la biodiversité sur son tracé. Donc effectivement, la perte de la biodiversité, c'est un enjeu majeur à l'échelle globale, et en fait, la Grande Muraille Verte va jouer en fait un rôle important pour inverser la tendance, au moins à l'échelle en fait, du continent africain. La Grande Muraille Verte, elle propose une reforestation et des projets de restauration avec des plans qui sont choisis selon plusieurs critères. Donc, tout d'abord, le choix il se fait sur seulement des espèces indigènes, donc c'est à 100% des espèces indigènes qui sont à chaque fois choisies, et qui sont sélectionnées aussi en fonction de leur usage traditionnel par les populations et en fonction de leur adaptabilité écologique. Donc, pour choisir les espèces adaptées, il y a donc des recherches ethnobotaniques et aussi des expérimentations sur les sites qui sont menées. Et comme on mêle les sites expérimentaux à la recherche, on peut dire que la Grande Muraille Verte est presque un laboratoire en fait, à ciel ouvert, où les autres composants de l'écosystème, les végétaux, les animaux et les insectes, ainsi que les paramètres climatiques peuvent être analysés. Bonsoir à tous, donc je suis Manon Alvagnac, je travaille effectivement aussi au CARI et je suis chargée des projets que le CARI mène au Sahel concernant la désertification. Je suis loin d'être une experte sur la Grande Muraille Verte, mais je m'y intéresse depuis 3 ans. Les scientifiques ont un rôle important dans la Grande Muraille Verte, mais la société civile également, et d'autres acteurs comme les communes aussi. Ça, on aura un deuxième film à vous présenter sur comment on peut renforcer les capacités des communes pour mettre en œuvre cette initiative de la Grande Muraille. Un des gros enjeux, effectivement, de la réalisation de reboisement et même de la réalisation de projets sur du développement rural, c'est ce temps long-là. C'est pas toujours encore bien pris en compte par les bailleurs de fonds. Nous, on est impliqués, avec nos partenaires, on est impliqués actuellement dans un projet de 10 ans qui vise à accompagner des communautés, donc des populations, sur ce qu'on appelle la régénération naturelle assistée. Donc là, on n'est pas sur de la plantation, on est sur protéger les repousses d'arbres qui sont déjà dans les champs. Mais on voit qu'on a eu la chance d'avoir des partenaires financiers qui nous accompagnent pendant 10 ans là-dessus, parce qu'en fait, en 2 ans, vous n'allez pas avoir de résultats à ce niveau-là. Sur certaines photos qu'a montré Christelle aussi, il y a les parcelles qui sont clôturées. Donc là, on a une ONG partenaire au Burkina Faso qui a développé toute une méthodologie d'accompagnement de paysans qui clôturent des parcelles pour éviter qu'elles soient pâturées par les animaux, qui plantent quelques arbres ou favorisent la repousse des arbres qui sont déjà là, et qui vont, sur ces parcelles, avoir une partie sur lesquelles ils vont faire des cultures, une autre partie où ils vont récolter le fourrage, et des parties où ils vont laisser pousser les arbres. Et là, c'est pareil, c'est des accompagnements sur le temps long. Nous, CARI, quand on intervient, en fait, on intervient à travers nos partenaires, auprès de communes ou auprès d'ONG qu'ils ont identifiées comme étant prêtes à s'engager, à travailler sur ces projets. C'est vrai qu'on n'a pas spécifiquement de critères. Et maintenant, à l'intérieur de ces zones, comment vous choisissez les populations? Donc, souvent, la première étape, c'est d'aller dans les villages, de faire des assemblées villageoises et de repérer en fait les personnes qui vont vouloir tester des nouvelles choses. Donc, beaucoup de nos partenaires font ça et commencent par travailler avec un petit groupe de paysans qui va s'engager, qui va dire « Ok, moi je veux bien sur mon champ qu'on teste ça ». Il y a un autre paramètre qui est très important à prendre en compte dans ces pays-là, c'est la gouvernance foncière. Là-bas, vous êtes paysan,
vous n'avez pas forcément la propriété du sol que vous cultivez. Vous avez parfois un droit d'usage, mais qui peut être contesté. Et donc, il y a un travail important qui est à faire avec les communes, dans ces cas-là, pour sécuriser le foncier, donc en produisant des actes qui reconnaissent la propriété ou l'usage des terres. Et donc, effectivement, quand vous voulez intervenir sur une parcelle, il faut s'assurer que le statut est clair et que les interventions que vous commencez ne vont pas être remises en cause parce que tout à coup, un commerçant qui est à la ville revient et dit « non, en fait, ça c'est mon champ ». Pareil, entre agriculteurs et éleveurs, il y a des zones qui sont des zones considérées comme pastorales, où en principe, on ne fait pas de culture. Donc là aussi, il faut vérifier que ce statut-là soit bien reconnu par les communautés. Et il y a des zones agricoles où les troupeaux n'ont pas le droit de passer à tous les moments. C'est assez difficile aussi d'intervenir sur ces zones-là parce que les éleveurs bougent, donc vous pouvez aller les trouver un jour, leur dire ben voilà, il faudrait qu'on fasse ça ensemble, et puis le lendemain, ils sont partis. J'avoue que moi, à mon niveau, je n'ai pas toutes les réponses. Je sais que le projet Action contre la désertification a quand même mené des actions sur des zones pastorales en pratiquant un type de labour avec une charrue qu'on appelle la charrue Delfino, qui permet de remuer la terre pour faciliter a priori la revégétalisation et en fait la pousse d'herbacées. On a aussi l'UICN, qui est l'Union internationale de conservation de la nature, qui mène des actions dans ce sens-là et qui a mené des actions de restauration de parcours pastoraux qui s'inscrivaient dans le cadre de la Grande Muraille Verte, on peut le dire aussi. Mais voilà, c'est encore un plaidoyer qui est en cours, c'est très compliqué parce que les pasteurs sont pas toujours bien vus par les gouvernements des États. Pourtant, ils contribuent au PIB de ces États de manière phénoménale. Et on ne peut pas penser à un avenir de l'élevage au Sahel sans ce nomadisme. Donc voilà, c'est encore un axe sur lequel on travaille. Donc maintenant, on va peut-être aussi vous expliquer comment est-ce qu'on peut aussi accorder des projets dans le cadre de la Grande Muraille Verte. Et maintenant, on va pouvoir vous expliquer à nouveau le principe de Formaction. Ouais. C'est un outil qu'on a conçu au niveau du CARI, mais avec nos partenaires au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Sénégal et au Tchad, qui vise à renforcer les capacités des communes sahéliennes pour qu'elles montent des projets de gestion durable des terres et qu'elles contribuent à la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte. En fait, les communes, de par la décentralisation au Niger, au Sahel, elles sont responsables de la gestion de l'environnement, de la gestion agricole, de la gestion des terres, mais on se rend compte qu'elles sont peu outillées pour monter des actions et que même dans le pilotage du territoire qu'elles mènent, les priorités sont souvent plus axées sur les questions sociales, de santé, d'éducation. Donc on a construit cet outil pour les renforcer. Et en fait, pourquoi on appelle ça la formation? C'est parce que c'est formation et action en même temps. On les forme au montage de projet, mais elles montent un premier micro-projet sur lesquels ensuite on les accompagne pour trouver des financements. Donc je pense que le film donne la parole en plus aux premiers élus qui ont été formés. Ça va être plus intéressant. Il n'y a pas forcément de solution clé en main. Vaut mieux cibler des communes dans lesquelles on a peut-être des élus qui sont peut-être là depuis longtemps, qui sont bien acceptés par la population. Il faut se dire aussi qu'on ne peut pas tout régler en une fois, que vous avez renforcé quelqu'un, avec un peu de chance, vous avez monté un projet, ça se met en place. Peut-être la personne va aller pouvoir aussi porter ses compétences ailleurs. Ce que je dirais, juste pour terminer, c'est qu'avec cette formation, le principal problème auquel on est confronté, c'est en fait le manque de fonds disponibles pour les projets portés par des communes. Il y a de l'argent pour les projets portés par les ONG, il y a de l'argent pour les projets portés par les États, mais pour les communes, il y a peu de financement. Ce qu'on essaye là de faire, c'est entre autres de présenter cet outil dans les coopérations décentralisées, donc auprès des communes françaises qui sont en coopération avec des communes sahéliennes, pour qu'elles l'utilisent pour renforcer donc leur binôme, leurs jumeaux au Sahel. Je suis Bakara Nexit Mohamed, je suis des Thessalides au nord Mali. C'est une zone extrêmement désertique.
du Sahara. Donc, l'histoire de désertification, nous en avons vraiment une très grande expérience parce que nous sommes situés dans une zone extrêmement chaude et la pluie est très rare. Sûrement, il pleut 2 ou 3 mois maximum par an, entre les mois de juillet, août et septembre. Et une grande partie des communautés vivent essentiellement de l'agriculture, on appelle chez nous le maraîchage parce que c'est le maraîchage qui est chez nous, et l'élevage. Je vais un peu parler de l'histoire de la désertification au nord Mali. Et la plus grande désertification est venue entre les années 70, 71 jusqu'à 74, qui a vraiment touché une grande partie des régions du nord du Mali. Ce qui a poussé même une grande partie de ces populations à aller immigrer. D'autres sont partis en Algérie, en Libye, et pour fuir un peu cette désertification. Parce que dans ces années, les Touaregs ne vivent que des élevages et un peu du commerce, parce que les industries, les autres moyens ne sont pas encore développés. Et il y a eu une grande famine, ça a été des années de famine qui ont beaucoup marqué l'histoire des Touaregs à cette époque. On va parler d'un point qui est vraiment très fréquent chez nous, c'est la transformation des bois en charbon. Les gaz, l'utilisation des gaz est un luxe rare, c'est les gens qui ont accès au gaz. Parce que le gaz, il est acheté en Algérie et la frontière entre l'Algérie et le Mali est très difficile vu les contextes sécuritaires qu'il y a là. Donc les gens pour faire la cuisine, soit ils utilisent les charbons, soit ils utilisent les bois. Et l'utilisation abusive des bois détruit les arbres. Et rare aussi les gens qui, en enlevant des arbres, en plantent d'autres. Donc c'est vraiment un impact négatif sur la végétation. Ensuite, il y a aussi, vous savez, dans les zones en conflit, il y a tout le temps des pâturages qui sont brûlés. Donc certaines communautés, pour faire mal aux autres, ils mettent du feu dans une brousse. C'est une manière de faire mal à une autre communauté de façon indirecte parce que ça existe beaucoup chez nous, avec les conflits intercommunautaires. Il y a aussi l'usage mal organisé des points d'eau. Les points d'eau souvent ne sont pas entretenus, et même s'il y a un point d'eau quelque part, les communautés ne font pas un bon usage, les gens n'utilisent pas ça pour planter des arbres. Et ce qui fait que souvent, il y a certains puits qui n'ont vraiment pas une grande utilité. Il y a aussi un problème des partenaires. Rares sont les partenaires qui interviennent dans ces zones pour un peu appuyer les communautés. Mais il y a aussi des partenaires comme les CICR, parce que chez nous, les CICR est vraiment un partenaire privilégié, parce que c'est les seuls partenaires qui, dans les zones de conflit, a la facilité de se rendre un peu partout. Les CICR font des formations aux maraîchers, fait des formations aux communautés rurales sur les techniques de désertification. Nous avons nos propres techniques là-bas. Par exemple, la région de Kida, le nord du Mali, c'est aussi des oasis. Dans les oasis, comme la pluie c'est pratiquement des mois par an, les CICR et les communautés ont inventé un système qu'on appelle les barrages. Dans les oasis, il y a une ouette, il y a des ouettes, l'eau passe par des ouettes pour aller dans les brousses. Donc, voilà, donc ils ont inventé un système. Il faut créer un barrage. Il faut créer un barrage dans l'ouette. Ces barrages, tu vas creuser jusqu'à 3 mètres sous-sol, puis tu prends 3 mètres en haut. Et ces barrages, son premier objectif, c'est de stocker l'eau. Cette eau stockée, elle peut durer jusqu'à 2 ou 3 mois. Elle va permettre non seulement à enrichir la nappe, parce que là-bas, les systèmes d'eau, il n'y a pas d'adduction d'eau vraiment très moderne, donc ce sont les puits et les forages que les gens utilisent pour alimenter
Donc, ces barrages, en plus d'améliorer la nappe du sous-sol, ils vont aussi permettre, parce que quand il y a de l'eau qui passe, l'eau prend des passages, excusez-moi le terme, des déchets des animaux qui sont des engrais naturels. Et ces engrais naturels vont permettre à l'eau de faire pousser des arbres dans les alentours du barrage. Et 1 an, 2 ans, les petits arbres qui vont pousser seront des forêts. Donc c'est une expérience qui a beaucoup marché chez nous. Même actuellement, ça marche. Et non seulement il y aura beaucoup d'arbres et d'herbes dans les alentours des barrages, mais les points d'eau aussi qui seront situés de 1 jusqu'à 3 km des barrages seront naturellement tout le temps alimentés par l'eau. En plus de cela, on a un autre système qu'on appelle sécuriser des mares. Là où on n'arrive pas à mettre un barrage, par exemple, les barrages, il faut souvent avoir des collines environnantes ou bien des petites positions entre lesquelles tu mets un barrage. Là où tu ne peux pas mettre un barrage, là où il y a des zones beaucoup plus des plaines, là où tu ne peux pas mettre des barrages, ils ont inventé les mares. Tu vas creuser une grande mare, et la mare aussi, quand il y a de l'eau de pluie, parce qu'il s'agit vraiment de l'eau de pluie va stagner dans cette mare et va aussi durer jusqu'à 2 ou 3 mois. Et cette eau va à la fois permettre aux éleveurs eux-mêmes de boire, parce que c'est ce qu'ils boivent, faire boire les animaux, et aussi l'herbe qui est dans les alentours va pousser, et la nappe aussi, un système aussi pour que la nappe, qu'il y a beaucoup d'eau dans la nappe. Par rapport aux collectivités, tout ce qui est avec la décentralisation dans les pays sahéliens, comme elle l'a dit déjà, les collectivités ont une indépendance de s'autogérer, donc elles planifient elles-mêmes leurs objectifs. Chez nous, les collectivités ont inventé un système que dans chaque lieu public, il y a ce qu'on appelle les GIE, les groupements d'intérêt économique, qui sont aussi soutenus par les communes. Chaque lieu public, que ce soit à l'école ou un centre de santé, que la commune mette en place de 3 jusqu'à 10 arbres. Par exemple, dans cette école, on plante 10 arbres et on demande au comité de gestion de cette école de s'occuper un peu d'arroser les arbres jusqu'à ce que ça va grandir. Et on fait le même système dans les centres de santé, dans les préfectures, les communes. Donc ça permet aussi à une ville où il n'y a pas beaucoup d'arbres qu'il y ait un peu plus d'arbres. Parce que chez nous aussi, l'arbre a une très grande utilité, pas seulement la verdure, mais aussi c'est aussi un abri. C'est un abri. Dans la journée, les gens n'ont pas accès à l'électricité. Donc pour éviter la chaleur, tu préfères aller t'asseoir sous un arbre que d'aller dans une maison qui n'a pas de climatiseur. Donc l'arbre est aussi utilisé pour servir d'abri pour les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Ensuite, les maraîchages. Les organisations comme les CICR ont appris des techniques dans les maraîchages pour que ton sol, pour que tu puisses vraiment mieux cultiver, il faut planter tout autour de ton jardin des arbres. Donc, quand tu plantes autour de la cour de ton jardin des arbres, ça améliore aussi les sous-sols de ton jardin et ça permet aussi aux sols, aux terres qui sont à côté de toi, de pouvoir être aussi utilisés pour d'autres jardiniers. Donc ce sont des techniques comme ça qui marchent bien chez nous. C'est que généralement ces projets sont mis en œuvre en collaboration avec soit les organisations de la société civile, soit les mairies. Et les mairies, généralement, les coups d'État n'ont pas trop d'impact sur eux. Et c'est parce que généralement les maires, c'est toujours quelqu'un qui est né et grandi dans la même localité. Donc forcément, il a des intérêts liés à la commune. Et ces questions de désertification les concernent. Ensuite aussi, comme ce que j'avais dit, c'est toujours les groupements d'intérêt économique, des associations qui sont subventionnées par les communes, qui s'occupent un peu de ces travaux de plantation d'arbres et consorts. Et souvent,
dans ces communes, ces communautés prennent généralement au sérieux ces histoires. Mais comme on peut le constater, en Afrique, il y a tout le temps souvent des détournements, souvent il faut usage du faux, mais ça n'empêche pas aussi à ce qu'il y a des bonnes personnes avec des bonnes moralités. Souvent des cas un peu de chez nous, c'est vraiment, les communautés même ont mis en place des règlements qui interdisent aux gens ces systèmes-là, que les gens viennent et ils coupent des arbres qui ne sont pas sèches. Mais on a tendance à constater que généralement les bois sont toujours ici des arbres déjà, qu'est-ce qu'on dit, un arbre qui est déjà mort, qui est déjà tombé. Et donc généralement les bois sont toujours ici de ces arbres-là. Mais il est très difficile de voir des gens qui viennent et qui coupent un arbre qui est bien, un arbre fruitier, un arbre qui peut être utile. Donc c'est rare de voir ça. Mais c'est un fléau, les bois et les charbons. Aujourd'hui, on a tendance à remarquer qu'il y a de plus en plus de petits villages. Vous verrez là où il y a des nomades. Auparavant, il n'y avait pratiquement pas d'habitation comme maison construite. Parce que les nomades, ils sont sur des tentes tout le temps. Mais de plus en plus, il y a des habitations qui se construisent autour des points d'eau. Et chaque fois qu'il y a des constructions autour d'eau, vous verrez que c'est les gens qui habitent là, ils ont toujours les idées d'avoir un jardin, de planter quelques arbres. Ça augmente un peu, la lutte contre la désertification, et il y a de plus en plus d'arbres dans ces zones. Il peut y avoir une option qu'on a discuté récemment de travailler à partir des besoins. Et je pense que c'est assez peu fait encore, mais de se dire, ok, sur ce bassin de population, quels sont les besoins quotidiens en bois de chauffage. Et maintenant, on part de là pour déterminer ce qu'on va reboiser, mais ça demande beaucoup de gestion par les communautés de leurs ressources. Il y a aussi des actions qui sont autour des foyers, ce qu'on appelle des foyers améliorés, c'est de construire des cuiseurs en fait, qui vont consommer moins de bois que les méthodes de cuisson traditionnelles. C'est beaucoup fait au Sahel, je pense avec des résultats plus ou moins bons. En tout cas, c'est pas encore vaguement répandu vraiment dans toute la zone. Il ne faut pas se voiler la face, je pense qu'aujourd'hui le rythme de destruction de la ressource en bois est plus important que le rythme de la restauration. Et en fait, on le voit sur les routes, c'est fréquent de croiser des camions bourrés de bois. Bon, après, souvent on entend les cadres des ministères ou des ONG qui sont en capitale, qui râlent contre ces populations qui détruisent les forêts. Moi, je leur demande, mais la viande grillée que vous allez manger le soir, elle est cuite avec quoi? Elle n'est pas cuite sur du gaz. Sinon, c'est pas bon. Donc, il y a un changement de mentalité et de pratique, aussi bien au niveau des populations rurales, mais aussi, en fait, dans les villes, qui sont très consommatrices encore, malgré un accès plus facile au gaz.